bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est le temps de l'actualité sénatoriale et parlementaire. Dans un instant, avec donc Territoire Sénat et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Coup d'envoi aujourd'hui de l'examen de la réforme de l'école au Sénat. Les sénateurs qui ont profondément modifié le texte, un texte qu'ils jugent inégal et précipité. Ils ont notamment supprimé l'une des mesures phares de la réforme, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. On en parle avec le rapporteur du texte, le sénateur Max Brisson. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec Monsanto, c'est la réponse de Pierre Médévielle après ses propos polémiques sur le glyphosate. Le sénateur affirme dans une interview que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge, une affaire qui relance la question du poids des lobbies au Parlement. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis le grand oral d'Agnès Buzyn sur la loi santé, c'est tout à l'heure au Sénat. La loi pose les bases d'une importante réorganisation de l'offre de soins en France, notamment des mesures destinées à lutter contre les déserts médicaux. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec Monsanto, c'est la réponse de Pierre Médévielle après ses propos polémiques sur le glyphosate dans une interview à la Dépêche du Midi. Le sénateur affirme que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Il dit aujourd'hui avoir été piégé par le journaliste. Le rapport dont il est le co-auteur doit être dévoilé ce jeudi. Explication détail avec Flora Sauvage. Circuler, il n'y a rien à voir. Après les propos polémiques du sénateur Médevielle sur le caractère non cancérigène du glyphosate, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a publié un communiqué précisant que son rapport ne se prononce pas sur la toxicité à long terme de cet herbicide. Pierre Ouzoulias est l'un des deux co-auteurs du rapport. Il en précise l'objet. Aujourd'hui, de façon assez systématique, journalistes, citoyens et citoyennes remettent en question les avis qui sont rendus par les agences. Pourquoi ? Et comment on pourrait leur donner plus de force scientifique pour que les politiques puissent les utiliser dans le cadre de projets de loi. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est une délégation indépendante, composée de 18 députés et 18 sénateurs. Assisté d'un comité scientifique, il étudie les questions relatives à l'énergie, à l'environnement, aux nouvelles technologies et aux sciences de la vie. Il peut être saisi soit par le bureau de l'une des deux assemblées, soit par les présidents de groupes politiques ou à la demande de 60 députés et 40 sénateurs. L'Office a été saisi par deux commissions de l'Assemblée nationale, pas tellement sur le glyphosate, mais de façon beaucoup plus large sur la validité des avis scientifiques rendus par les agences européennes d'évaluation des risques sanitaires. Le rapport d'information sera publié ce jeudi. À travers ces 150 pages, députés et sénateurs avancent une douzaine de recommandations, telles que des moyens renforcés pour les agences d'évaluation et la capacité de commander des études. Alors cette affaire relance la question du poids des lobbies au Parlement. Elle intervient quelques jours après la révélation de l'existence d'un fichier mis en place par Monsanto dans lequel figure le nom de certains sénateurs. La firme aurait classé illégalement des dizaines de personnalités selon leur position sur le glyphosate. Plusieurs ont porté plainte. La justice a ouvert une enquête. Explication Aurélien Romano. C'est une interview à la Dépêche du Midi du sénateur de Haute-Garonne, Pierre Médévielle, qui relance le débat autour de la dangerosité du glyphosate. En l'état actuel de nos connaissances, le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge, qui pourtant ne sont pas interdites. Des arguments que l'on retrouve dans la bouche d'autres parlementaires. Vous avez la charcuterie, vous avez le café, vous avez l'eau chaude, vous avez l'alcool. Quand on interdira ces produits, eh bien, il faudra également interdire tous ces produits. Un argumentaire qui se retrouve dans les éléments de langage envoyés par Monsanto. Récemment, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la viande rouge comme probablement cancérigène et la viande transformée, jambon, charcuterie, comme cancérigène. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas manger ces aliments. Pour Joël Labbé, le sénateur à l'origine d'une loi interdisant le Roundup dans les espaces verts, cet argumentaire est orchestré. Qu'est-ce que va dire ce rapport de l'OPEX ? Ben non, finalement, le glyphosate, il n'est pas dangereux pour la santé, donc on peut continuer de l'utiliser. Je crois que tout ça, c'est orchestré, à mon sens. Et je ne veux pas mettre en cause la bonne foi de qui que ce soit, mais on voit bien comment fonctionne le système pour maintenir le système agricole productiviste. S'il n'y a plus de glyphosate, on est obligé de faire véritablement la transition et de changer les pratiques.
Le journal Le Monde a dévoilé la semaine dernière l'existence d'un fichier de politiques, scientifiques et journalistes évalués en fonction de leur degré d'influence et de leur perméabilité aux arguments des lobbyistes de Monsanto. Bayer, propriétaire de Monsanto, a publié un communiqué d'excuses, mais indique qu'à l'heure actuelle, rien n'indique que les documents en question aient violé des dispositions légales. Le Monde et le groupe France Télévisions ont d'ores et déjà porté plainte contre le fichage de certains de leurs journalistes. Voilà, on poursuit l'actualité parlementaire et politique avec dans un instant notre rubrique L'œil 2. À tout de suite. Bonjour, Diane de Fortagnier, vous êtes journaliste à Contexte et merci d'être ce matin avec nous pour nous éclairer. Bonjour, et vous êtes spécialiste de la question des lobbies. Alors justement, toute cette affaire dont on a pris connaissance depuis quelques jours relance la question du poids des lobbies au Parlement. Quand Pierre Médevielle, le sénateur qui est co-auteur d'un rapport, minimise la dangerosité du glyphosate, est-ce qu'on peut y voir tout d'abord une stratégie de lobbying justement de la part de Monsanto ? Quand le sénateur Médevielle reprend ces éléments de langage, c'est des éléments de langage qu'il a probablement entendus en audition lorsqu'il préparait son rapport, qu'il a probablement lu aussi dans des argumentaires, et c'est probablement des arguments qui l'ont sans doute convaincu, si bien qu'il se retrouve à les utiliser tels quels dans son argumentation. Alors déjà, en octobre 2017, Nicolas Hulot, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, s'était ému de la pression terrible exercée par les lobbies. Est-ce que les choses ont évolué depuis au Parlement sur le poids des lobbies ? Depuis le départ de Nicolas Hulot, il n'y a pas eu de nouvelle réglementation. La dernière réglementation, qui était aussi la première, c'était en 2016, la loi Sapin 2. Donc il n'y a pas eu de changement, les lobbies agissent toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ils agissent ou bien de manière offensive, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'ouvrir un marché en développant des arguments pour enlever des freins à leur activité, ou alors agir de manière défensive et s'opposer à une législation ou à un projet réglementaire qui irait dans le mauvais sens. Alors justement, dans le cadre des projets de loi, dans le cadre du travail parlementaire, comment les lobbyistes travaillent à faire avancer leur dossier, on le voit, on l'a vu. Alors ils fournissent des éléments de langage, ça peut être le cas avec le glyphosate, ça peut être aussi des amendements clés en main, ça peut être aussi du fichage de personnalité, on l'a appris depuis la semaine dernière avec cette affaire Monsanto justement. Donc en fait, c'est un travail classique d'identifier les bons interlocuteurs, parce que pour faire passer un message, il faut le faire passer auprès de la bonne personne. Et donc il y a le travail de mapping, c'est ce qui s'est passé pour Monsanto, c'est de dire qui sont les personnes qui nous sont opposées, qui sont les personnes qui sont favorables, et pour quelles raisons, pour adapter le discours. Et puis aussi, après, il y a aussi le travail des auditions. Ça peut être à l'initiative des parlementaires que les lobbyistes sont reçus. Et enfin, ils peuvent solliciter des rendez-vous, et à ce moment-là, ils peuvent présenter des amendements clés en main. C'est juste une manière technique d'expliquer le même argument que celui qu'ils ont développé de manière plus classique. Tout cela, même des amendements clés en main, c'est légal. Quel est l'encadrement actuel des lobbies au Parlement ? Alors l'encadrement actuel des lobbies, il est assez faible dans le sens où il s'agit pour les lobbies de déclarer les contacts qu'ils ont eus à leur initiative avec les responsables politiques. Ils doivent fournir un rapport sur leur activité à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais c'est un rapport qui est très flou, où ils doivent même pas donner la date de la rencontre, ni dire qui ils ont vu. Ils doivent dire on a vu un parlementaire, ni dire sur quel texte ils ont tenté de faire valoir leurs arguments. Et c'est une fois par an. Donc c'est très faible. Et aussi, on peut aussi souligner que les parlementaires non plus ne vont pas forcément écrire sur leur amendement qui leur a été soufflé par un tel ou un tel, et que la transparence pourrait être faite aussi des deux côtés. Est-ce que la loi Sapin 2, est-ce que la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ont fait évoluer les choses sur cette question d'encadrement des lobbies au Parlement ? Ça n'a pas vraiment fait évoluer les choses, il y a plus de transparence, donc on peut voir ce qui se passe, ça n'a pas changé les pratiques, mais on peut voir de manière très floue, c'est ce que je disais, mais néanmoins on peut savoir par exemple pour quel client travaille un cabinet. Donc quand on identifie une personne, on peut savoir cette personne travaille aussi pour Monsanto, alors qu'il y a écrit le nom du cabinet et non pas Monsanto sur sa carte de visite. Est-ce qu'à votre sens, il faudrait que la législation aille plus loin justement dans l'encadrement du pouvoir des lobbies au sein du Parlement ? Si la question est celle de la transparence de ces relations, aujourd'hui, on n'a pas une véritable transparence quand on cherche à savoir quelle est l'empreinte législative sur un texte d'une entreprise, par exemple, de savoir qu'est-ce que Monsanto a inspiré dans un texte de loi, on ne peut pas le savoir aujourd'hui.
Et si l'objectif de transparence passe par là, alors il n'est pas rempli aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Merci Diane de Fortanier. Merci Diane de Fortanier, journaliste à Contexte. Merci. Dans le reste de l'actualité, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la réforme de l'école au Sénat. Les sénateurs qui ont profondément modifié le texte, un texte qu'ils jugent inégal et précipité. Ils ont notamment supprimé l'une des mesures phares de la réforme, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. Les détails avec Samia Dechir. Un texte mal préparé, mal rédigé, mal expliqué. Le Sénat ne mâche pas ses mots contre le projet de loi Blanquer sur l'école. La commission de la culture a tout simplement supprimé la mesure la plus contestée, la possibilité de fusionner école primaire et collège dans certains territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas. Tout simplement parce qu'il est arrivé par un amendement de l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, sans concertation, sans dialogue social, aucun dialogue avec les organisations syndicales, aucun dialogue avec les organisations d'élus. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait de l'incompréhension. Critique sur la méthode, les sénateurs déplorent aussi des manquements sur le fond. Pour la commission, le texte n'apporte pas, en l'état, les garanties que ces fusions écoles primaires et collèges ne pourront se faire qu'avec l'accord des acteurs concernés sur chaque territoire. Il faut que les maires aient une sorte de droit de veto. S'ils pensent que ce n'est pas nécessaire à leur territoire, il ne faut pas le faire. Il faut que les communautés éducatives soient consultées. Il faut que toute évolution de l'emprise de l'établissement soit aussi soumise au vote des collectivités. Et il faut bien que sur chaque site, il y ait un directeur avec toutes les fonctions du directeur. Avec ces garanties, les sénateurs seraient favorables à la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges. Plusieurs amendements en ce sens sont en préparation. Supprimée en commission, la mesure pourrait donc bien revenir sous une nouvelle mouture lors de l'examen en séance cette semaine. Voilà, dans un instant, le face-à-face, l'interview politique, la deuxième de cette édition. Bonjour Max Brisson, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau pour le face-à-face. Bonjour Max Brisson, on vient de voir dans le sujet, vous êtes le rapporteur de la loi Blanquer au Sénat dont l'examen commence cet après-midi dans l'hémicycle. Le Sénat qui a profondément modifié le texte. Dans votre rapport, vous parlez d'un texte inégal, précipité et peu abouti. Il n'y a rien à sauver dans cette loi. Si, il y a quelques mesures qui correspondent d'ailleurs à des demande forte de la commission du Sénat depuis très longtemps. Je pense au pré-recrutement des professeurs, je pense à l'évaluation des établissements. Mais pour l'ensemble, pour l'essentiel, c'est un texte assez fourre-tout. On se demande même bien pourquoi il y a une loi. Parce que la mesure emblématique, c'est l'abaissement de l'âge de l'instruction à 3 ans. Mais dans les faits, 97,2% des enfants sont déjà scolarisés à l'école maternelle. Donc la mesure emblématique, elle est symbolique. 26 000 élèves, dont 8 000 sont déjà dans des jardins d'enfants. Pour vous, c'est un texte de circonstance. Cette loi n'est pas nécessaire, c'est ce que vous nous dites. C'est un texte de circonstance, un texte fourre-tout, où il y a des mesures éparses, il n'y a pas de sens, il n'y a pas une orientation. Ce n'est pas une loi d'orientation comme en 2008 ou comme en 2012. Elle ne donne pas un sens. Et donc, comme il y a de multiples petits dossiers techniques, ça crée beaucoup de crispation, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de préparation, pas d'explication, pas de concertation, pas de dialogue social. Et après, on s'étonne. Et le ministre parle de Bobard. Il a un peu préparé le terrain pour qu'il y en ait beaucoup. Pourtant, il y a néanmoins des mesures symboliques dans ce projet de loi, et notamment cette idée de fusionner les écoles et les collèges dans certains territoires. Le Sénat a retoqué cette mesure. Quel est le problème avec cette mesure si ça peut permettre d'améliorer l'efficacité ? D'abord, elle intervient dans un contexte. Alors, le contexte de la non-préparation, de la non-explication, je l'ai déjà dit, et puis le contexte de la méfiance vis-à-vis de Paris et de ce gouvernement lorsqu'on parle des territoires. Et puis le contexte du regroupement. La loi NOTRe est passée par là. Et donc les maires ruraux en particulier se disent toujours de gros machins et nos territoires de proximité, nos écoles rurales, les derniers services publics. Il y a un attachement des maires à la petite école de son village, celle qui crée la vie du village le matin et le soir. Donc il y a si ça permet une plus inquiétude. d'efficacité, pourquoi c'est nocif ? Pourquoi ça ne marcherait pas si on vous dit ça permet plus d'efficacité ? Ça permet de mieux faire fonctionner justement l'école. Pour moi, ce n'est pas nocif obligatoirement, c'est peut-être même un bel objet. Et c'est la démonstration d'ailleurs que lorsqu'on ne prépare pas, lorsqu'on n'explique pas, lorsqu'on ne concerte pas, la meilleure idée peut être tuée par une mauvaise méthode. Et je serais au regret d'ailleurs
que cela ne revoit pas le jour, parce qu'il y a peut-être de l'intérêt de conforter l'offre pédagogique en faisant travailler école d'un secteur avec le collège autour d'une équipe pédagogique réunifiée dans des territoires où il y a de tout petits effectifs, donc de petites équipes pédagogiques, et donc il y a un échelonnement de ces professeurs des écoles ou de ces professeurs de collège qui, en travaillant ensemble, pourraient conforter l'offre pédagogique. Lorsque c'est expérimenté, je pense par exemple à la Haute-Saône autour de Jussey, c'est excellent et c'est plébiscité. Sauf qu'il faut expliquer, et ça n'a pas été le cas, d'où une réaction, une crainte de voir disparaître les écoles maternelles, les écoles primaires et les directeurs. Si je vous comprends bien, c'est presque plus un problème de méthode plutôt que de fond des mesures. Vous parlez également de regroupement à marche forcée, qui rappelle aussi la façon de gouverner d'Emmanuel Macron dans son rapport, notamment au territoire, sans une grande concertation. Moi, je n'ai pas parlé de regroupement à marche forcée, mais c'est l'absence de concertation et d'explication qui fait que certains ont cru à un regroupement à marche forcée. Je pense que cet outil n'est intéressant, ce regroupement école-collège n'est intéressant que s'il y a du consensus sur le territoire, que si les professeurs, les élus, les parents sont d'accord pour construire cet outil particulier qui permette de mieux travailler le passage de l'école primaire au collège. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Je répète, là où ça fonctionne sur la base du consensus, ça marche. Au lieu de cela, on a eu une crainte, une peur, des crispations, et en particulier les maires qui ont cru que tout cela allait faire déménager leurs écoles primaires rurales, et puis les directeurs, très inquiets aussi, et puis les parents, très inquiets de voir disparaître les directeurs. Autre point important, point polémique dans ce projet de loi, les directeurs d'école qui deviendraient de facto, c'est ça, les supérieurs hiérarchiques des professeurs. Quelle est votre position là-dessus ? Le texte de M. Blanquer était dans l'implicite. Et dans ce contexte de méfiance, l'implicite est extrêmement dangereux. Donc il faut passer de l'implicite à l'explicite. Jacques Grosperrin, sénateur Jacques Grosperrin, vient de déposer un amendement qui va être discuté dans les jours qui viennent, où il réécrit l'idée du regroupement collège-école en indiquant clairement que sur chaque site, dans chaque école de cet établissement, demeurera un directeur avec tous les attributs, toutes les fonctions du directeur. Le ministre nous dit, mais je n'ai jamais pensé le contraire. S'il avait écrit, si la loi avait été bien faite, si elle avait été bien préparée, ça ne serait pas le cas. Mais cet article 6 quater que nous avons abrogé, il a été introduit par un amendement à l'Assemblée nationale, sans préparation. Et donc il y a plein de trous dans la raquette dans ce texte, ce qui explique que les crispations. Autre amendement cette fois-ci qui sera discuté en séance au Sénat. Le chef de file des sénateurs républicains Bruno Retailleau va défendre un amendement qui prévoit la possibilité d'une retenue sur les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme. Ça aussi, c'est une vraie mesure polémique. Quelle est votre position là-dessus ? Vous allez soutenir cet amendement ? Bien sûr, je vais le soutenir et bien sûr que Bruno Retailleau a raison. Il faut pénaliser les parents quand l'enfant n'est pas présent à l'école, c'est ça que vous nous dites ? Il faut en effet que l'assiduité, l'école c'est pas la carte, l'école c'est un contrat entre les familles et la République. Et donc l'école ça se respecte, les professeurs ça se respecte, les professeurs sont là le matin et les élèves doivent être là, on ne va pas à l'école quand bon nous chante. Donc l'assiduité est le premier principe de l'école. D'ailleurs, à tel point que lorsque nous avons envisagé d'amoindrir, d'assouplir la notion d'assiduité pour les tout petits, à 3 ans, avec un amendement de Stéphane Pinoir qui autorise un contrat entre la famille et l'école, le gouvernement est assez réticent. Et la République En Marche vient de proposer des amendements qui remettent cela en cause. C'est dire si l'assiduité est importante. Alors qu'on ne nous dise pas qu'à 3 ans, l'assiduité est fondamentale et qu'il n'y a pas de sanction. Vous savez, des obligations sans sanction, ça ne marche pas. Donc Bruno Retailleau et beaucoup de mes collègues du groupe Les Républicains ont raison. Il faut que ce principe d'assiduité, il soit respecté. Le fait de retirer les allocations familiales, dans le cadre d'un dialogue, elles seront rétablies. Ça permet en effet de faire prendre conscience de l'importance de l'école. En quelques mots, Max Brisson, vous avez beaucoup travaillé sur ce texte, notamment avec le ministre Jean-Michel Blanquer. On parle beaucoup de lui comme d'un futur Premier ministrable possible. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'il ferait un bon Premier ministre ? Ça ne m'appartient pas d'y répondre. Non, mais vous avez récemment beaucoup échangé avec lui, c'est pour ça que je vous pose la question. Jean-Michel Blanquer connaît bien l'école. Il est un ministre qui a des idées sur l'école. Un certain nombre des mesures qu'il a pu proposer jusqu'alors peuvent trouver écho. Mais là, il a dérapé
Peut-être un petit peu, parce que c'est l'ambiance de ce gouvernement. Imaginez qu'on peut passer en force, imaginez que l'ancien monde, ça n'a pas d'intérêt, que les organisations syndicales sont toujours là pour dire non, que les élus sont toujours là pour regarder derrière. Et à force d'oublier le pays dans sa réalité, Jean-Michel Blanquer a été rattrapé par le macronisme et par les méthodes de passage en force qui ont un petit peu terni son image. Moi, je le regrette parce que par ailleurs, je connais son amour pour l'école, son investissement, et je le respecte. Max Brisson, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. On sait qu'1 million de personnes participent chaque année aux fêtes de Bayonne. Elles existent depuis les années 30. Ce sont des fêtes donc très populaires. Elles ont lieu, c'était d'ailleurs le dernier week-end de juillet, pour la première fois. Et alors, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à Bayonne, une quarantaine de cas de rougeole qui ont démarré depuis la foire du jambon de Bayonne. C'est l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine qui a clairement identifié le lieu où elles sont parties. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir pour cette grande fête populaire qui aura lieu fin juillet, des craintes de maladies qu'on peut contracter à Bayonne, par exemple, pendant ces fêtes? Les fêtes de Bayonne sont inscrites dans l'histoire de cette ville. Il y a eu bien des moments, pour des raisons ou d'autres, où elles ont pu être en danger. Et chaque fois, les élus, la population, les associations qui font la dynamique de cette ville ont trouvé des solutions pour que cet événement ressurgisse, se développe et s'améliore. Vous savez, moi, j'étais un jeune festaire, comme on dit chez moi, un jeune qui faisait la fête. Il y a eu des moments où, par la violence, les fêtes de Bayonne étaient menacées de disparition. Donc, je suppose que les organisations... Vous n'avez pas d'informations sur Je n'ai pas d'informations particulières. On en a beaucoup parlé dans la presse. On en a beaucoup parlé. Tout rassemblement important, la foire au jambon de Bayonne est un rassemblement important, peut générer des dangers de cette nature, c'est pas nouveau, mais je suis persuadé que l'ensemble des autorités de l'État et de la ville de Bayonne qui collaborent pour l'organisation de ces grands événements, vous savez, les fêtes de Bayonne, c'est après la fête de la bière à Munich, un des plus grands rassemblements populaires. 1 million de gens. Voilà, c'est un rassemblement très important et ça se passe bien. Il n'y a pas beaucoup de territoires en France où on peut rassembler 1 million de personnes avec un nombre de violences relativement réduit. Donc moi j'ai confiance parce que c'est l'esprit du Pays Basque. Merci. Et que je défendrai ici à Paris l'esprit du Pays Basque. Merci Max Brisson, merci. Sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. L'esprit du Pays Basque. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, ça va. On vient d'en parler. Ce qu'il faudra suivre aujourd'hui, c'est bien sûr dès 14h30 le début de l'examen de la réforme de l'école. Un texte important, un texte controversé qui cristallise les oppositions politiques, les oppositions syndicales contre lui. Le projet de loi est loin d'avoir convaincu les sénateurs. Plus de 500 amendements ont été déposés sur ce texte. 150 adoptés en commission, notamment la possibilité de fusionner école et collège qui a été retoqué. Autre temps fort à 16h30, l'audition d'Agnès Buzyn sur la loi santé. La ministre des Solidarités et de la Santé est auditionnée sur le projet de loi relatif à l'organisation du système de santé, un texte qui comporte plusieurs mesures, notamment la labellisation des hôpitaux de proximité ou encore la fin du numerus clausus, des mesures destinées à lutter contre les déserts médicaux. Et puis demain, à 15h, autre temps fort, il faudra suivre une table ronde sur le groupe de suivi du retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne. Un événement organisé par les commissions des affaires étrangères et les commissions des affaires européennes. Seront présents Hervé Morin, le président de la région Normandie, ainsi que des maires, notamment le maire de Dunkerque, Patrice Vergriette. Voilà, on passe à la revue de presse dans un instant. À tout de suite. On démarre ce matin avec la une du Courrier de l'Ouest, avec la nouvelle polémique sur le glyphosate. On en a beaucoup parlé tout à l'heure déjà. Pierre Médevielle, un sénateur centriste, affirme dans une interview que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Hier, sur notre plateau, il dit avoir été piégé par le journaliste de la Dépêche du Midi. Le rapport dont il est le co-auteur doit être dévoilé ce jeudi. Une affaire qui jette en tout cas le trouble sur les comportements et les méthodes des lobbies, notamment au Parlement. Monsanto est également accusé d'avoir fiché plus de 200 personnalités. Des plaintes sont en cours. Voilà, le fichage de Monsanto d'ailleurs. À la une de Ouest France, le plus grand quotidien régional français, dirigé par François-Xavier Lefranc. Et Bayer s'explique. Bayer s'explique et s'excuse. Benoît Rabiou, le président du groupe pharmaceutique, dément avoir été au courant des méthodes de fichage de Monsanto. Monsanto qui a depuis été racheté par le groupe allemand. Plusieurs plaintes ont été déposées la semaine dernière après la révélation du scandale, notamment par des journalistes fichés dans ce listing. La justice a ouvert une enquête.
Et puis parallèlement, on a appris ce matin l'amende infligée à la firme par la justice américaine dans le procès du Roundup, 2 milliards d'euros. C'est de très loin la plus lourde amende jamais infligée dans ce type d'affaires. Voilà, 10 000 signatures avec Jean-Claude Gaudin au pied du mur pour la Marseillaise et un grand rassemblement ce soir à 17h à Marseille. Une pétition en faveur du relogement à Marseille a obtenu 10 000 signatures. Un rassemblement va avoir lieu ce soir à 17h devant la préfecture pour obtenir des pouvoirs publics, des garanties pour les déloger. Au-delà du symbole, ce seuil de 10 000 signataires permet de demander et d'obtenir l'ouverture d'un débat public lors de la prochaine séance du conseil municipal de Marseille. Avec cette pétition, les collectifs de délogés cherchent donc à garantir l'inscription de la charte à l'ordre du jour du conseil municipal du 17 juin. Et puis 2 journalistes, la Dépêche du Midi, c'est à la une, sont allés dans le repère des frères Klein, donc 3 mois après le décès de ces djihadistes toulousains. Les frères Klein qui ont été ciblés par un tir de drone en Syrie ont animé la mouvance de l'islam radical en France et en Belgique dès le début des années 2000. 3 mois après leur décès, des journalistes sont allés à Raqqa. Sur leurs traces, ils ont notamment pu visiter le logement où les frères se cachaient. Dans une vidéo récente de Daesh, le chef de l'organisation, Abu Bakr al-Baghdadi, rendait hommage justement aux djihadistes toulousains. Merci Saveria, on vous retrouve demain. Merci à vous. On va poursuivre nous avec dans un instant la météo des territoires de Gilles Mourou, de Zapata, de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est également passé chez nos confrères dans les autres matinales d'info. À tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Polémique lancée cette fois par une déclaration. Le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui, elles, ne sont pas interdites. Celui qui le dit, c'est l'un des co-rapporteurs du texte, Pierre Medevielle, sénateur centriste de Haute-Garonne. Ce serait drôle si on ne parle... S'il n'y avait pas des problèmes d'empoisonnement derrière, les propos de ce monsieur sont absolument inadmissibles. Il faut se battre de toutes nos forces contre le glyphosate. Dans son interview, l'interview qui a mis le feu aux poudres, il mélange des conclusions du rapport et ses propres convictions. Ce rapport ne porte pas sur la dangerosité du glyphosate. Quand on parle du glyphosate, je crois que c'est une névrose franco-française. Tout le monde s'énerve. On a déformé mes propos. À propos de charcuterie viande rouge, j'ai simplement rappelé à ce journaliste que le glyphosate figurait en classement 2B à l'OMS, au même niveau que la charcuterie et la viande rouge. Je ne les accuse pas d'être financés par Monsanto. Je leur dis qu'ils travaillent aujourd'hui pour les pesticides, ils travaillent pour l'agrochimie, ils travaillent contre la santé des Français. Non, mais là, vous voyez, c'est trop facile de replanter ce décor. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré les gens de Monsanto. J'ai travaillé 2 ans sur le glyphosate. Je ne dis pas la même chose que je cite le classement OMS dans lequel on parle de 2B, de charcuterie, de viande rouge. C'est uniquement une image. Les agriculteurs commencent déjà à trouver des solutions en matière de mécanisation plutôt que d'utiliser des produits chimiques dans leur agriculture raisonnée si elle n'est pas éventuellement biologique. Mais plus personne en France veut désherber mécaniquement. Mais il faut atterrir un peu à un moment donné. Donc quand il y aura effectivement une solution technique viable inspirée de la recherche, de l'innovation, banco. Mais aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est d'affaiblir l'agriculture française. Pourquoi la liste Renaissance propose de mettre 1000 milliards d'euros sur la recherche? C'est aussi pour orienter, pour travailler sur la recherche, sur les molécules, etc. Ce qui m'alarme, c'est qu'effectivement, ça va mal en France et en Europe. Les montées des nationalismes, de l'extrême droite, des populistes, des comédiens,
des gens qui s'amusent avec la politique. En Je pense à l'Ukraine. Eh bien, ça fait peur parce que c'est sérieux, la politique. Je rappelle simplement, le budget de l'Union européenne pour une année, c'est 165 milliards ou 166 milliards cette année. Donc, merci. Donc, quand La République En Marche dit on va mettre 1 milliard, ça veut dire que soit, si je sais à peu près compter, il faut tripler le budget de l'Union européenne ou arrêter de faire... Voilà, bref, c'est du grand n'importe quoi. Juste le PC joue sa survie sur ces élections? Ah non, pas du tout. C'est le retour. PCF is back. Et après, c'est la remontada. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain aux mêmes heures avec le Journal des Territoires et Territoires d'infos suivi de l'actualité parlementaire sénatoriale. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.